Alors, le cours sur la société et l'État. Alors, ces deux notions vont constituer en fait l'essentiel, le cœur de toute la partie philosophie politique que l'on va traiter cette année. Il s'agit donc de bien définir ces termes et de les interroger l'un par rapport à l'autre, et on va voir en quoi les deux notions sont liées. Pour l'introduction, comme point de départ, ce que je vous proposais, c'était de partir d'un constat et celui-ci pourrait être une expérience que l'on a tous fait dans les transports en commun, d'observer que les gens sont ensemble dans un lieu clos et pourtant semblent entièrement repliés sur eux-mêmes, souvent sur leur téléphone, sur un bouquin ou juste dans leurs pensées. En tout cas, il n'y a généralement aucune interaction entre eux en dehors, et c'est même parfois négligé, en dehors des relations de simple politesse et courtoisie qui appartiennent à la sphère sociale. Ce constat nous permet d'observer qu'il ne suffit pas que des individus soient ensemble pour qu'ils forment une société. En effet, une simple somme d'individus juxtaposés, sans aucune interaction, ne fait pas société. C'est juste des atomes indépendants les uns des autres qui ne sont ensemble que par pure nécessité, voire par pure convention. Donc, il faut expliquer cette situation paradoxale et se poser la question de savoir est-ce que c'est seulement par besoin, par pure nécessité de mieux satisfaire nos besoins que l'on vit ensemble, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Cette question-là de savoir pourquoi on vit en société, qu'on a déjà abordé dans la thématique de notre réflexion du rapport à autrui, puisqu'en fonction du type de rapport qu'on envisage avec autrui, on ne vit pas en société pour les mêmes raisons. Cette question-là va faire émerger une deuxième question, donc non seulement pourquoi on vit en société, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour bien vivre en société. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable entre nous, individus, de réguler nos relations entre nous, ou est-ce qu'on a besoin d'une institution extérieure pour se charger à notre place de décider ce qui est le mieux pour nous et de rectifier l'équilibre en cas de délit, d'infraction ou de déséquilibre causé. Donc pour bien poser les questions, je vous propose quelques définitions. 3 termes principaux qu'on va définir ici. Société, vous retenez que c'est un ensemble d'êtres humains ou animaux, on parle aussi de société animale, on va le voir tout de suite, qui sont dans un ensemble de relations d'interdépendance, donc dépendants les uns des autres, qui vivent ensemble, mais qui vivent ensemble autour de règles de vie communes et ou d'objectifs communs à accomplir. La notion d'État, on va voir que la notion d'État, il faut en retenir une définition précise, puisque cette notion, en fait, on va voir que historiquement, elle émerge assez récemment, finalement, autour du 15e, 16e siècle, qu'elle n'a pas de sens avant, pour des raisons bien précises. Donc l'État, vous retenez que c'est une institution extérieure à la société, chargée en quelque sorte de faire l'arbitre pour la société, pour garantir la paix, la sécurité, la justice et l'ordre au sein de la société. Cette institution, on va dire que comme elle est extérieure, elle porte un regard en théorie impartial sur la société et donc elle a une certaine transcendance par rapport à la société, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus et indépendante de cette société. Enfin, la politique, c'est au sens très large, et on va voir que on sort un petit peu du sens technique qu'on a tendance à lui attribuer aujourd'hui, à savoir l'exercice du pouvoir. La politique au sens très large, c'est la pensée du bien commun. C'est-à-dire qu'au sens large, quand on peut parler de politique, quand par exemple on réfléchit au sein d'une classe à ce qui est le mieux pour l'ensemble des élèves, on fait déjà de la politique quand on est à cette échelle-là. Donc on va voir que c'est bien plus large que ce qu'on a tendance à y attribuer comme sens. Donc la problématique, elle va se jouer sur 2 niveaux. D'abord, la question de savoir, alors que nos rapports avec autrui ont tendance à être difficiles, est-ce qu'on vit avec les autres seulement par nécessité? Et deuxième aspect de la question, de la problématique, est-ce qu'on a besoin, au sein d'une société, d'une institution extérieure pour réguler nos relations, ou est-ce que ça peut se faire de façon non pas transcendante, mais immanente? Nous passons donc, après cette problématique, à la première partie. Dans la première partie, il s'agit d'étudier l'émergence historique de la notion d'État
Et on va voir que cette notion, en fait, elle ne devient nécessaire qu'à partir du moment où, à l'époque moderne, on a une certaine conception de l'homme, de la nature humaine et de la société. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, donc premier point, ce qu'il faut souligner, c'est que l'homme est un animal social et politique, du moins tel qu'il est conçu dans l'Antiquité principalement. Et on va voir ici notamment la pensée d'Aristote qui est au fondement d'un grand nombre d'éléments de ce qu'on va développer maintenant. Ce qu'il faut souligner, c'est que dès l'Antiquité, les penseurs évoquent l'idée que l'homme est un être de besoin, qui n'est pas dans un état d'autosuffisance, qui a donc besoin des autres pour survivre. Mais les penseurs antiques ne s'arrêtent pas là. L'homme n'est pas seulement un animal social qui vit dans une société organisée, c'est aussi, selon Aristote, un animal politique. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a d'autres animaux sociaux. Par exemple, si vous regardez le fonctionnement d'une société de fourmis ou d'abeilles ou de termites, on voit une organisation hyper bien ficelée avec une catégorisation sociale très organisée et chacun a sa fonction et le tout fonctionne bien grâce à l'accomplissement des fonctions des tâches de chacun. Donc il y a bien une répartition des tâches. Mais Aristote dit, en plus d'être un animal social, l'homme est un animal politique. Pourquoi il ajoute cette dimension ? Parce que selon Aristote, plus que n'importe quel autre animal, l'homme développe pleinement ses capacités intellectuelles et morales dans le cadre d'une société et plus particulièrement dans le fait de s'investir dans une activité politique qui va contribuer à développer sa réflexion sur des notions comme celles de bien ou de mal, de juste ou d'injuste et à délibérer avec ses semblables, c'est-à-dire à réfléchir à une solution commune qui soit la meilleure pour tous avec les autres. Donc, Aristote définit l'homme comme littéralement zoon politikon, c'est-à-dire animal politique, qui ne peut être pleinement homme qu'en s'investissant dans l'activité politique, en vivant en société. Si on conçoit l'homme donc comme animal politique, vous vous doutez bien que le fait de vivre dans une cité étant indispensable à l'accomplissement de l'humanité, c'est les individus au sein de cette cité qui vont entre eux décider de ce qui est le mieux pour la cité. Donc la notion d'État n'a pas du tout de sens dans l'Antiquité et dans cette pensée d'Aristote. Il n'y a absolument pas la place pour une institution transcendante puisque ça fait partie de l'accomplissement des êtres humains que de participer à la vie de la cité. Donc pas besoin d'institution étatique extérieure à la société pour penser le bien de la société elle-même dans l'Antiquité. Vous lirez ce texte des politiques attentivement pour bien comprendre les enjeux. Deuxième point, rupture historique à l'époque moderne pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à l'époque moderne, constitue généralement en philosophie autour du 15e, 16e siècle, à l'époque moderne, il y a un changement qui s'opère dans la vision de la nature humaine et deuxièmement, il y a un changement d'échelle dans le fait d'envisager les sociétés. Les sociétés ont tendance à grandir en taille, en extension géographique, en démographie aussi, et donc on ne peut plus du tout penser la politique de la même façon à partir de l'époque moderne. On va développer donc le changement d'abord dans la nature humaine, de vision dans la nature humaine qui s'opère autour du 15e, 16e, 17e siècle. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que à cette époque-là, on insiste beaucoup plus sur la dimension individuelle de l'être humain. C'est-à-dire que l'homme est moins vu, comme c'était le cas dans l'Antiquité, en tant que élément d'une société sans laquelle il ne peut pas se développer pleinement comme homme. Il est beaucoup plus vu comme atome indépendant qui vit avec ses semblables par pure nécessité. Cette vision-là, je vous proposais une première référence, c'est la fable des abeilles de Mandeville. Alors c'est une fable qui est écrite donc par l'auteur Mandeville en 1714 et qui développe une idée qui finalement va influencer considérablement toute la pensée moderne et contemporaine, donc plus récente, et notamment la pensée libérale, et on va voir
néolibérale, c'est-à-dire celle qui correspond au système de pensée majoritaire actuellement dans les sociétés occidentales, Mandeville développe cette fable en disant que dans une ruche, les abeilles sont fondamentalement, individuellement égoïstes. Elles ne cherchent qu'à satisfaire leur intérêt particulier. Et Mandeville va dire, et c'est tant mieux, parce qu'en fait, c'est en cherchant chacune à accomplir leur intérêt particulier, à satisfaire leur égoïsme, qu'elles vont contribuer au bon fonctionnement du tout. C'est un des premiers à formuler la théorie qu'on connaît actuellement très bien, qui est la théorie du ruissellement. Mandeville va dire, c'est parce qu'il y a certaines abeilles qui s'enrichissent plus que les autres, que par leur enrichissement, même par un système de ruissellement, elles vont faire profiter à toutes les autres abeilles de la richesse qu'elles ont obtenue. Donc, on a bien cette vision des individus comme étant égoïstes et cupides, et indirectement, le bon fonctionnement de la société qui est créé par cet égoïsme de chacun. Mandeville va très loin puisqu'il va jusqu'à dire que la morale, qui vient donc tempérer l'égoïsme un peu de chacun, la morale, elle a plutôt tendance à constituer un obstacle au bon fonctionnement de la société, plutôt que quelque chose de positif pour son fonctionnement. On va voir que cette pensée elle a une influence considérable, notamment chez un penseur que vous connaissez certainement de nom, qui est Adam Smith. Mais on va voir que chez Adam Smith, il n'y a pas du tout la même vision derrière de la nature humaine qui est en jeu. Adam Smith, donc, au XVIIIe siècle, est considéré comme le père fondateur de la pensée libérale. Il insiste lui aussi sur l'égoïsme fondamental de chaque individu. D'accord ? Donc, c'est le fait que chaque individu soit égoïste et individualiste qui fait que, à grande échelle, la société va bien fonctionner. Plus particulièrement, et la pensée d'Adam Smith, on va voir, est beaucoup plus fine que celle qu'on présente généralement. Plus particulièrement, Adam Smith insiste sur l'idée que si, dans une société, on veut obtenir un service de quelqu'un, il vaut mieux lui montrer en quoi cette personne en face a un avantage à nous rendre service, plutôt que de miser sur sa bienveillance pour obtenir ce dont on a besoin. Ainsi, les mots d'Adam Smith sont assez clairs. L'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, donc il n'est pas autosuffisant, et c'est en vain qu'il l'attendrait de la seule bienveillance. Donc il ne doit pas attendre le secours des autres, de leur bienveillance. Il vaut mieux qu'ils s'adressent à leur intérêt particulier. Et la fin de ce texte, très connu, issu des recherches sur la nature et la cause de la richesse des nations, la fin de ce texte est très explicite et vous pourrez retenir les exemples qu'il cite. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Pour citer un exemple qui peut paraître élémentaire, mais qui est tout bête, si je veux obtenir une baguette de pain auprès de mon boulanger, j'ai beaucoup plus intérêt à lui présenter donc soit de la monnaie, montrant donc l'intérêt direct, soit un échange possible de produits, si je suis producteur de pommes de terre, propose un échange, plutôt que de lui demander une baguette de pain juste parce que j'ai faim et que j'ai besoin de son secours. Donc j'ai beaucoup plus intérêt à lui présenter son avantage plutôt que de lui demander de la pure bienveillance. On peut très bien imaginer par extension que si un mendiant qui avait faim voulait obtenir du boulanger un morceau de pain, plutôt que de s'adresser directement à sa bienveillance en lui disant qu'il a faim et qu'il en a besoin, peut-être s'adresser à son intérêt en disant « si vous m'offrez une baguette de pain, je peux me mettre devant la boulangerie et vanter les mérites de votre pain à tous les passants qui se présenteront devant la boulangerie ». Donc je lui montre son intérêt, comme ça j'ai beaucoup plus de probabilité d'obtenir ce dont j'ai besoin. Cependant, et c'est là où la pensée d'Adam Smith, il ne faut pas la caricaturer parce qu'elle est très fine,
Cependant, Adam Smith va dire que l'égoïsme prime dans les relations économiques entre les citoyens, mais il y a aussi entre les hommes des relations sociales et morales qui viennent tempérer cet égoïsme et qui viennent même faire des hommes de véritables hommes. C'est-à-dire cette moralité va leur permettre de développer pleinement leurs capacités morales et intellectuelles. Adam Smith a écrit un texte merveilleux que je vous conseille de découvrir par la suite, qui est la théorie des sentiments moraux, dans laquelle il va affirmer, je cite, c'est la citation que je vous ai mise, « Nous apitoyer beaucoup sur les autres et peu sur nous-mêmes, contenir nos affections égoïstes et donner libre cours à nos affections bienveillantes forment la perfection de la nature humaine. Et cela seul peut produire parmi les hommes cette harmonie des sentiments et des passions, en quoi consiste toute leur grâce et leur convenance. » Donc attention aux caricatures qui sont faites de la pensée d'Adam Smith, il développe bien un égoïsme des individus, mais plus dans la sphère économique que dans la sphère sociale. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est cette prépondérance à l'époque moderne de la vision de l'homme comme un être égoïste. Face à cette vision-là, vous doutez bien que la conception de la société va pas être la même que dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on avait d'emblée affirmé l'idée d'une interdépendance et du fait que la cité contribuait au développement des facultés humaines. Ici, on a l'idée plutôt, à l'époque moderne, que les individus égoïstes vivent ensemble parce qu'ils ont besoin des autres, mais ne le font pas spontanément et ne voient pas directement en quoi ça va contribuer au développement de leurs facultés. Cette idée-là, en fait, elle va donner naissance à une nouvelle pensée de la société. Dans la société, les individus sont vus comme des atomes indépendants et l'ensemble des individus qui vivent ensemble par relation de nécessité sont appelés forment un tout qui s'appelle la société civile. Pour gérer les relations dans la société civile, les individus ont beaucoup plus de difficultés à s'accorder entre eux sur ce qui est bien pour eux, voire pour certains penseurs c'est complètement impossible, et donc vont avoir besoin d'une institution extérieure qui va s'appeler l'État et qui va être chargé de gérer à la place de la société par des moyens spécifiques. Donc la gendarmerie, l'armée, les impôts, l'administration, etc. Par des moyens spécifiques, la paix, la sécurité, l'ordre et la justice au sein de la société. D'accord ? Cette idée-là, qui voit naître la notion d'État, on pourrait l'illustrer avec une référence que vous connaissez maintenant, qui est la référence à Hobbes. On avait déjà vu que dans le Léviathan, notamment, Hobbes présente une vision de cette fiction de l'état de nature. Souvenez-vous, la fiction de l'état de nature, c'est la situation dans laquelle seraient les hommes s'ils ne vivaient pas en société sous le pouvoir commun d'un État. Dans l'état de nature, la situation est catastrophique puisque c'est une guerre de tous contre tous, où tout homme est l'ennemi de tout homme, et où la vie humaine est réduite à une peur permanente d'être tuée violemment par ses semblables. Hobbes finit par admettre, il imagine toujours de l'ordre de la fiction, que les individus, pour éviter cette situation, finissent par accepter de passer ce qu'il appelle un pacte social qui va leur permettre de sortir de cette situation et de transférer toute leur violence, toute leur puissance, toute leur force, tout leur pouvoir, toute leur autorité à une institution extérieure qui va désormais être toute puissante puisqu'elle va posséder toute la puissance de tous les individus qui ont accepté de passer ce pacte. Cette institution, Hobbes la nomme État ou Léviathan du nom d'un monstre marin biblique pour bien en montrer toute la puissance. Le but de l'État ainsi instauré est d'assurer la sécurité et la paix dans la société. D'accord ? Donc, c'est grâce à l'État que les individus peuvent vivre ensemble. Dans le texte que je vous ai mis du Léviathan, Hobbes décrit ce passage, ce moment fictif où les individus passent le pacte social. On en lit quelques termes. Regardez, donc ce pacte social consiste en une unité réelle de tous en une seule et même personne, donc l'État,
unité réalisée par une convention de chacun avec chacun, de telle sorte que c'est comme si chacun disait à chacun « j'autorise », donc littéralement autoriser, ça veut dire transmettre mon autorité, j'autorise cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition, donc réciprocité, que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière. D'accord ? Donc on a bien cette idée que le pacte est passé à condition que chacun en fasse autant. Le tout ainsi formé, grâce à ce transfert d'autorité, c'est l'État ou Léviathan que Hobbes désigne comme étant un dieu mortel. Donc on est bien sur cette idée de puissance. C'est donc les individus qui décident, pour sortir d'un état de nature effroyable, de passer ce pacte social et une fois transféré à l'État, l'État a toute la puissance pour assurer la sécurité au sein de la société. Pour Hobbes, l'État a donc un pouvoir absolu et vous doutez bien que cette conception de l'État va contenir en elle-même un risque de dérive absolutiste, voire totalitaire, de l'État. Pourquoi ? Parce que si on transfère toute l'autorité, toute la puissance individuelle à l'État, on destitue les citoyens de leur pouvoir, notamment de leur pouvoir de révolte et de protestation à l'égard de l'État, même si Hobbes préserve un petit peu un droit de destituer l'État quand il n'accomplit plus du tout ses fonctions. En tout cas, il y a un risque de dérive absolutiste qui va faire que cette conception de l'État, très très forte, va fortement être critiquée, notamment par le penseur qu'on va voir dans le grand C. Alors, troisième point, donc autre vision de l'État qui en fait émerge d'une autre vision de l'état de nature. Pourquoi ? Parce que cette conception de l'État absolu, elle conduit, selon certains penseurs, et ça va être le cas pour Rousseau, nécessairement à une dérive absolutiste qui va être beaucoup trop dangereuse pour les individus. Donc grand C, voyons comment on peut voir une autre conception de l'État nécessaire. Pour Rousseau, souvenez-vous, l'état de nature n'est pas du tout le même que chez Hobbes. Pour Rousseau, à l'état de nature, donc à nouveau cette fiction, les individus sont relativement indépendants les uns des autres et mènent une vie solitaire qui est tempérée par des moments de détour par le regard de l'autre, puisque en cas de souffrance d'autrui, l'individu est capable de ressentir de la pitié. On l'avait vu dans le cours sur autrui, j'y reviens pas maintenant. En attendant, de cette vision de l'état de nature, Rousseau va décrire, toujours dans sa fiction, un moment où les hommes, par une série de circonstances, notamment climatiques, vont être conduits à vivre ensemble, c'est-à-dire à coopérer, à commencer à former des villages où ils vont chacun se répartir les tâches pour mieux satisfaire les besoins de la société, et à partir d'un certain moment, ils vont passer ensemble ce que Rousseau va appeler un contrat social qui va déterminer les règles du vivre ensemble. Par ce contrat social va s'instaurer un État qui ne va pas avoir le même sens que chez Hobbes. Donc, les individus passent librement pour Rousseau un contrat social, et ce contrat social, il va non seulement leur permettre de mieux vivre ensemble, mais il va leur permettre de développer pleinement les capacités intellectuelles et morales de l'humanité. Au point que Rousseau va finalement dire que sans vivre dans ce qu'il appelle l'état civil, sous le pouvoir d'un État, les individus ne pourraient pas être pleinement hommes. Ce qu'il faut souligner dès maintenant et qui va évidemment constituer une critique de la pensée de Rousseau, c'est l'idée que Rousseau ne décrit pas les choses telles qu'elles sont, donc avec une visée descriptive, mais décrit les choses telles qu'elles devraient être. C'est-à-dire qu'il décrit les choses telles qu'elles devraient se dérouler dans l'idéal. Donc ce moment du passage du contrat social, il n'est pas descriptif historiquement, il est beaucoup plus normatif, c'est-à-dire Rousseau décrit les choses telles qu'elles devraient se dérouler dans l'idéal.
Le texte que je vous ai proposé du contrat social, celui-ci, livre 1, chapitre 8, est absolument remarquable à cet égard. Dans ce texte-là, Rousseau fait un véritable éloge de l'état civil qu'il oppose à l'état de nature. Dans ce texte, vous pourriez passer un certain temps à faire un tableau, par exemple, en opposant d'un côté l'état de nature, de l'autre l'état civil, et en mettant les caractéristiques respectives de chacune de ces deux situations. Regardons juste le début. Ce passage de l'état de nature à l'état civil, donc le passage du contrat social, produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Donc du côté de l'état de nature, on voit l'instinct, l'immoralité, ou plutôt la moralité, c'est-à-dire l'absence de morale. Et du côté de l'état civil, on a la justice et la moralité. D'accord ? C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit. Donc là, encore une fois, on continue notre tableau. Impulsion physique et appétit du côté de l'état de nature. Voie du devoir et droit du côté de l'état civil. L'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Donc, à nouveau, on continue notre tableau. Du côté de l'état de nature, homme qui regarde que lui-même, égocentrisme, d'accord ? Du côté de l'état civil, d'autres principes, notamment des principes moraux. Du côté de l'état de nature, enfin, les penchants. Penchants, en termes classiques, ça veut dire les tendances, les instincts spontanés, les passions naturelles. Du côté de l'état de nature, alors que du côté de l'état civil, la raison. Donc, on a cette mise en balance des deux. Dans la suite du texte, Rousseau fait cet éloge de l'état civil qui permet à l'homme de développer pleinement ses qualités, ses facultés s'exercent, regardez, se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent. Donc, il a tout à gagner à passer à l'état civil, d'accord ? Et la formule finale que vous pouvez retenir est absolument remarquable. Qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Donc, état de nature, l'homme est un animal stupide et borné. État civil, l'homme devient un être intelligent et un homme véritable. Donc, l'homme devient pleinement homme grâce à ce passage du contrat social. La conception de l'État, désormais, n'est plus celle vraiment d'un monstre froid, extérieur à la société, mais bien plutôt d'une association des individus entre eux. Rousseau distingue deux termes, l'agrégation qui est une simple juxtaposition des individus et l'association des individus qui forment un nouveau tout. Et Rousseau va décrire la société comme un véritable organisme nouveau formé par l'association des individus entre eux, doté d'une volonté propre que Rousseau appelle la volonté générale, qui va être la volonté de cette société, qui va pas seulement être la somme des volontés particulières, mais qui va être une nouvelle volonté propre au corps social. Cette volonté générale va être au fondement de ce que Rousseau va appeler la souveraineté du peuple. C'est le peuple d'une société qui va être souverain dans un système politique qu'il va nommer la République, et qui va permettre à tous les individus de s'investir pleinement dans les réflexions, dans les délibérations et dans la prise de décision, notamment du côté de la formulation des lois, donc du côté du pouvoir législatif. D'accord ? Retenez bien cette vision-là de l'État comme vraiment une association des individus entre eux qui forment une nouvelle entité qui permet une véritable union des individus entre eux dans un nouveau corps, le corps social, qui va leur permettre de s'épanouir pleinement. Mais, problème, alors que chez Hobbes, on avait un problème avec la conception de l'État, puisque elle comprenait trop de risques de dérive tyrannique, voire totalitaire,
Ici, le problème de la conception de l'État de Rousseau, c'est la question de savoir est-ce que cette conception, elle n'est pas complètement utopique, idéale, et que dans la réalité, c'est absolument impossible de penser une société qui s'unisse dans une association de sorte à former un nouveau corps doté d'une volonté propre, la volonté générale. Est-ce que c'est pas purement illusoire? Est-ce que c'est pas un idéal qui est absolument pas réalisable dans la réalité, ou du moins dans une certaine réalité telle qu'on la connaît? Donc, critique, on en arrive à la fin de notre première partie. À l'époque moderne, la notion d'État devient nécessaire pour gouverner la société à la place des individus eux-mêmes, mais est-ce qu'on peut sortir des écueils qui conduisent l'État soit à avoir trop de puissance, soit à être une entité idéale, complètement illusoire et irréalisable dans la pratique? Qu'en est-il dans la pratique? Est-ce qu'on ne peut pas critiquer l'État tel qu'il existe dans la pratique? Donc on passe à notre deuxième partie. Est-ce qu'on ne peut pas penser une société qui repense ses relations de façon immanente et qui critique, voire qui abolisse l'État parce qu'il comprend trop de risques de dérive? Notamment parce que les personnes qui vont être à la tête de l'État vont nécessairement avoir tendance, parce qu'elles ont beaucoup de pouvoir, à s'accaparer le pouvoir et à agir pour leur intérêt particulier et non plus pour l'intérêt général. Premier point de critique de l'État. C'est une critique qui est proposée finalement assez récemment dans l'histoire de la pensée, au XIXe siècle, par deux penseurs très connus que sont Marx et Engels. Alors, on va voir cette critique parce qu'elle est fondamentale et parce que malheureusement, elle a été beaucoup trop caricaturée à cause de la mise en place des systèmes communistes dans l'histoire, notamment dans le régime soviétique. On va voir que la pensée de Marx, qui écrit souvent associé à son ami Engels, est beaucoup plus fine que ce qu'on en voit d'habitude, en tout cas ce qu'on en entend d'habitude. Pour Marx et Engels, l'État est une institution qui est source de servitude et d'avilissement pour les individus. Pourquoi? Pour bien comprendre ça, il faut remettre dans le contexte historique la pensée de Marx et Engels. Ils écrivent au XIXe siècle. Au XIXe siècle, en Angleterre et dans toute l'Europe, se développent les révolutions industrielles. Les révolutions industrielles impliquent qu'il va y avoir un creux qui va se créer entre, d'un côté, une classe sociale qu'ils appellent les patrons et qui profitent de la révolution industrielle pour s'enrichir, pour accumuler littéralement du capital, c'est-à-dire des biens matériels, et de l'autre un ensemble de travailleurs qui en quantité va être beaucoup plus nombreuse, qui va faire fonctionner les usines par exemple, mais qui va être traité de façon quasi inhumaine, puisque absolument sous-payés par rapport au travail qu'ils fournissent et dévalorisés au point de perdre presque leur humanité. Marx et Engels appellent cette classe de travailleurs les ouvriers ou les prolétaires, et c'est eux qui vont subir la situation pleinement. Pour Marx et Engels, l'État, en fait, c'est une institution qui a été créée par la classe sociale supérieure, si je puis parler ainsi, les patrons, ou plutôt les bourgeois, qui vont créer l'État pour faire croire à tout le monde qu'ils agissent dans l'intérêt de tous, alors qu'en réalité, ils ne prennent des décisions que pour mieux satisfaire leur intérêt particulier de classe privilégiée. Donc, danger de l'État selon Marx et Engels, l'institution étatique, l'administration, les impôts, l'armée, etc., donne l'illusion qu'ils protègent tout le monde, alors qu'en réalité, ils ne font qu'asseoir les intérêts de la bourgeoisie. Ça se fait donc toujours au détriment
des travailleurs, des prolétaires. C'est la raison pour laquelle, pour Marx et Engels, il va falloir que les prolétaires se révoltent. À ce titre-là, dans un ouvrage très connu dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle le Manifeste du Parti communiste, la dernière phrase, Marx et Engels écrivent « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Il s'agit donc de se révolter contre cette situation qui est absolument terrible pour les travailleurs. Je vous rappelle qu'à l'époque, en plus, les travailleurs n'avaient aucune protection dans le Code du travail. C'est-à-dire qu'ils avaient des journées de 15-16 heures de travail, payés une misère, dans des conditions sanitaires, hygiéniques absolument terribles, avec du travail des femmes, des enfants sans aucune limite, aucune protection en cas d'accident, etc., etc. Donc une véritable exploitation d'une classe par une autre, cette exploitation étant cautionnée entièrement par l'État. Donc pour Marx et Engels, il va falloir que les prolétaires se révoltent contre cette situation, n'acceptent plus d'être déshumanisés par les bourgeois et contribuent au passage à un nouveau stade de l'histoire qu'ils appellent le communisme, dans lequel il n'y aura plus d'État et plus de classe sociale, donc plus d'exploitation de certains individus par d'autres. Dans la société communiste, ils estiment que les individus seront absolument égaux et donc il n'y aura plus d'exploitation de l'homme par l'homme. Et pas d'État, pas besoin d'État. Par extension, je voulais vous parler d'une autre pensée qui est très souvent elle aussi caricaturée, que je trouve alors d'une finesse incroyable et presque d'une beauté à l'égard de l'humanité qui est absolument remarquable, c'est la pensée anarchiste. Pourquoi ? Parce que dans le langage courant, on dit souvent que quand c'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est du n'importe quoi, et c'est une situation dont il faut absolument sortir. La pensée anarchiste politique, elle est beaucoup plus, c'est une pensée qui est très fine et on va voir qu'elle est très intéressante. Pour les anarchistes, littéralement an en grec, an archos, ça veut dire en l'absence de pouvoir, de principe de pouvoir, la pensée anarchiste est fondée sur l'absence d'État et de propriété privée, mais sur l'absence d'État d'abord. Pourquoi absence d'État ? Parce que les anarchistes estiment que dans une société saine où les individus sont égaux, les individus sont par eux-mêmes capables d'instaurer de l'ordre dans leurs relations. Et finalement, le fait de recourir à une institution extérieure, ce serait un échec de la coopération et de la solidarité entre les individus d'une société, plutôt qu'une nécessité. Donc ils pensent l'absence d'État parce qu'ils estiment que l'ordre peut émaner de la société elle-même et n'a pas besoin d'une institution extérieure pour faire émerger cet ordre. Donc la pensée anarchiste, telle qu'on la trouve par exemple chez un penseur comme Proudhon, Bakounine ou encore Kropotkin, c'est une pensée de la solidarité humaine, c'est une pensée de l'ordre de la société émanant de la société elle-même, et c'est une pensée de l'accord des hommes entre eux pour trouver un accord, un équilibre, pardon, et pour coopérer et contribuer à une activité politique saine. Dans la pensée anarchiste, on a bien le sens de la politique comme étant la sphère dans laquelle les individus doivent s'investir parce que c'est la sphère du bien commun et que chaque individu doit s'investir dans le bien commun. Dernier point de cette critique de la notion d'État, une référence à une science qui est parallèle à la philosophie et qui vient alimenter la réflexion philosophique de façon très intéressante, qui est l'ethnologie. L'ethnologie, c'est une science qui apparaît au cours du XXe siècle, donc de façon assez récente, et qui a pour but d'étudier le fonctionnement des sociétés différentes de la nôtre, non pas de l'extérieur, c'est-à-dire dans les livres, dans les reportages, dans les témoignages, mais de l'intérieur. Donc les ethnologues partent vivre avec les peuples qu'ils étudient pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et voient comment ils fonctionnent. L'ethnologue, qui s'appelle Pierre Clastre, étudie des sociétés qui n'ont pas d'institution étatique. C'est principalement des sociétés amérindiennes dans lesquelles il part vivre, et il constate que dans ces sociétés, il n'y a pas d'État.
Au début, il pense que si ces sociétés n'ont pas d'État, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas assez évoluées, notamment économiquement, pour avoir besoin d'une institution étatique pour gérer leurs relations. En réalité, Clastres va faire évoluer sa pensée et va constater que ce ne sont pas des sociétés qui n'ont pas d'État parce qu'elles ne sont pas assez évoluées pour en avoir, mais ce sont des sociétés qui ne veulent pas d'État, donc qui sont, c'est le titre de son ouvrage, contre l'État, parce que dans ces sociétés, les individus estiment que si elles avaient besoin d'une institution extérieure aux membres de la société pour gérer leurs relations, ce serait un échec pour la société elle-même. Donc, Clastres va étudier pourquoi ces sociétés refusent l'État et quelle conception de la société est associée à cela. Et il va constituer que dans ces sociétés, en fait, la conception de l'économie n'est pas du tout la même que dans les sociétés capitalistes occidentales, puisque dans ces sociétés, les individus ne cherchent pas individuellement à accumuler plus de capital, c'est-à-dire plus de biens matériels, que les autres. Donc, dans ces sociétés, le politique et le social priment sur l'économique, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans nos sociétés occidentales. Donc, comme le politique prime sur toutes les autres sphères, les individus doivent par eux-mêmes régler leurs propres relations. Ce sont des sociétés dans lesquelles il y a bien des chefs, mais qui n'ont pas de pouvoir particulier au niveau hiérarchique, donc ce ne sont pas des chefs d'État, ce sont des chefs pour prendre des décisions, par exemple en cas de guerre, donc plus un rôle diplomatique que étatique, et ce sont des sociétés dans lesquelles les hommes sont égaux, donc par essence égalitaires, d'accord ? Donc c'est pas des sociétés qui sont pas assez évoluées, c'est des sociétés qui font le choix de ne pas avoir d'État. À ce titre-là, Clastres rappelle qu'il faut à tout prix éviter le jugement qu'on appelle le jugement ethnocentrique et qui nous conduirait à dire que c'est des sociétés inférieures parce qu'elles n'ont pas encore, historiquement, le mode de vie qui pourrait être le leur si elles avaient connu un progrès technique, technologique, scientifique, économique plus développé. Donc, voilà. Autre point des critiques de l'État. Cependant, ces pensées des sociétés sans État, tout aussi belles et séduisantes soient-elles, notamment au niveau de la conception de la nature humaine, on peut leur faire un reproche, c'est qu'elles ne sont pensables que dans de très petites sociétés, peu étendues géographiquement, dans lesquelles les individus peuvent se réunir directement pour discuter de solutions politiques ensemble. Or, dans de grandes sociétés, dans de plus grandes sociétés, la solution de la discussion directe comme ça n'est pas envisageable. Il faut donc qu'on repense un État. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on retombe dans l'écueil de la première partie qui nous conduisait à des dérives soit utopiques, soit absolutistes de l'État. Donc il faut qu'on pense, dans cette troisième partie, un retour critique de la société sur l'État pour éviter que l'État ne dérive et que les membres de l'État, que les personnes à la tête de l'État ne s'accaparent le pouvoir pour satisfaire leurs intérêts. Pour ça, on va voir plusieurs points. Premier point, il faut absolument que la société s'informe et réagisse sur les actions menées par l'État. Pour cela, il faut que la société soit informée et ait un droit de critique. Et donc, il faut que les individus se sentent en permanence concernés par la vie politique. C'est-à-dire soient au courant et se tiennent au courant des décisions de l'État. D'accord ? Donc il faut sortir, et c'est malheureusement le cas un petit peu trop dans nos sociétés à l'heure actuelle, d'un désintéressement des citoyens à l'égard de la vie politique, comme si ça ne les concernait pas, comme si c'était qu'une affaire d'experts qui les dépassait. Il faut que les individus s'investissent dans la vie politique pour regarder ce que fait l'État et éventuellement le critiquer ayant un sens neutre étymologiquement, puisque krinein en grec, ça veut dire distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste, en tout cas fasse la part des choses. Selon John Locke, il faut absolument que la société, lorsqu'elle constate que l'État n'accomplit plus ses fonctions,
et qu'il y a une dérive de pouvoir de l'État, il faut que la société exerce ce que Locke appelle son droit de résistance et qui lui permet de destituer l'État lorsqu'il n'accomplit plus ses fonctions. Je cite le traité du gouvernement civil de Locke, tout le pouvoir qui est donné est confié en vue d'une fin au sens de but, étant limité par cette fin, dès que cette fin en vient à être négligée par les personnes qui ont reçu ce pouvoir, la confiance qu'on avait mise en eux doit nécessairement cesser et l'autorité qui leur avait été remise est dévolue au peuple. Donc retour du pouvoir au peuple lorsque l'État n'accomplit plus ou accomplit mal ses fonctions. Absolument central pour la vie politique d'une société. On verra dans le cours sur la justice et la loi qu'il y a des penseurs qui vont aller plus loin avec un autre concept qui est le concept de désobéissance civile. Il est même parfois nécessaire de désobéir aux lois politiques en vigueur pour accomplir son rôle de citoyen. Lorsque par exemple certaines lois sont injustes. On verra ça dans le cours sur la justice et la loi. Deuxième point pour limiter le pouvoir de l'État, la séparation des pouvoirs. C'est quelque chose qui nous paraît évident aujourd'hui, mais qui ne l'a pas toujours été. Cette idée-là de séparer les pouvoirs pour éviter que ce soit les mêmes personnes qui détiennent tout le pouvoir, elle avait déjà été développée par Aristote dans l'Antiquité. Elle est reprise surtout au XVIIIe siècle, époque à laquelle en Europe, la plupart des régimes politiques européens sont monarchiques absolus. Et ce principe de séparation des pouvoirs, il est notamment reformulé par Montesquieu dans De l'esprit des lois, ouvrage de 1748. Montesquieu constate, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Donc, si vous donnez du pouvoir à quelqu'un, inéluctablement, il va avoir tendance à en profiter, à se l'accaparer et agir à en profiter pour satisfaire son intérêt. Donc, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc il faut absolument que les pouvoirs soient séparés. Il distingue 3 types de pouvoirs principaux. Le pouvoir législatif, qui a pour but d'élaborer, de délibérer et de voter les lois. C'est un pouvoir dont Montesquieu va défendre l'idée qu'il doit appartenir au peuple. C'est ce qu'on appelle la souveraineté du peuple et c'est le fondement du système politique de la République, lorsque le peuple est souverain. Ensuite, le pouvoir exécutif, qui est chargé de gouverner, de s'assurer de l'application des lois, éventuellement d'agir lorsque les lois ne sont pas appliquées, de sanctionner et d'assurer la sécurité. Enfin, le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui est chargé de garantir l'équilibre de la société en punissant en cas de délit, en dédommageant des victimes, en établissant un équilibre, en redistribuant des biens communs, etc. On verra toutes les dimensions de la justice dans le cours prochain sur la justice et le droit. En tout cas, il faut absolument que ces 3 pouvoirs soient séparés. Je cite Montesquieu, « Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou nobles ou du peuple exerçait ces 3 pouvoirs, celui de faire les lois, d'exécuter les résolutions publiques et de juger les crimes ou les différends entre particuliers. » Donc il faut absolument séparer ces pouvoirs. Je vous ai ajouté une petite remarque. Pourquoi ? Parce que Montesquieu, comme Rousseau d'ailleurs, est un défenseur fervent de la République. Étymologiquement, en latin, res publica, c'est la chose publique. La République, c'est le système politique dans lequel le peuple est souverain. C'est le peuple principalement qui va exercer le pouvoir législatif. Mais il faut distinguer la République, qui est le système politique, de la démocratie, qui est le régime politique gouvernemental, qui est donc une forme de gouvernement. La démocratie, c'est un système politique dans lequel non seulement le peuple est souverain au niveau du pouvoir législatif, mais c'est aussi le peuple qui est à la tête de l'exécutif. Or, pour Montesquieu comme pour Rousseau,
il est très périlleux de donner au peuple tout le pouvoir, donc y compris le pouvoir exécutif. Et la démocratie, si les hommes étaient parfaits, ce serait le régime idéal, mais comme les hommes ne le sont pas, c'est pas le régime politique le meilleur pour les hommes. Ils vont bien plutôt vanter un gouvernement où le peuple est souverain, mais un gouvernement sous une forme aristocratique. Aristoi en grec, c'est les meilleurs, donc ce seraient les meilleurs hommes qui dirigeraient. Donc une petite partie d'hommes qui dirigeraient. En tout cas, Rousseau, par exemple, dit que la démocratie serait parfaite pour un peuple de Dieu, mais elle ne convient pas à des hommes qui sont imparfaits et corrompus. Ce qui ne veut pas dire à nouveau, je répète, qu'ils ne sont pas défenseurs de la République. On pourra y revenir si la distinction n'est pas très claire entre République et démocratie. Enfin, dernier point, il faut non seulement que le peuple soit informé, mais aussi la possibilité de s'exprimer pour critiquer les actions de l'État. Donc il faut absolument éviter que l'État n'écrase la société, par exemple un exercice de la peur qui peut être tentant dans certains régimes totalitaires. Comme le remarquait déjà Spinoza au XVIe siècle, gouverner par la peur, c'est très efficace de façon temporaire, mais c'est la pire des solutions politiques, étant donné que gouverner par la peur réduit à néant toute volonté d'expression, et donc réduit à néant toute capacité de réflexion humaine. Donc, il vaut bien mieux gouverner par la raison, dit Spinoza, que par la peur, à l'intention des gouvernants, il fait passer un message très fort. Et Spinoza va même plus loin, puisqu'il va jusqu'à condamner la censure exercée par l'État à l'égard de la liberté d'expression, comme étant un moyen qui finit par se retourner contre l'État qui censure lui-même, puisqu'un individu dont la parole est censurée va chercher à tout prix à s'exprimer et à se montrer au public, parce que les hommes ne supportent rien de moins, c'est ce qui est dit dans ce texte-là du traité théologico-politique, que de voir leurs paroles étouffées et leurs pensées méprisées. Donc il faut absolument que les citoyens participent à la vie de l'État, notamment en critiquant ses décisions et ses actions. Et il faut absolument que l'État, dit Spinoza, maintienne une finalité qui est non pas la domination des hommes, de la société, mais bien la liberté. Donc le but, et c'est ce qu'on voit les deux phrases qui entourent ce texte, le but de l'État, c'est d'assurer la liberté politique des citoyens. D'accord ? Si les hommes sont libres, ils peuvent alors développer pleinement dans la sphère politique leurs capacités humaines, et Spinoza a cette formule magnifique qui est « l'homme devient alors un dieu pour l'homme ». Il développe pleinement ses capacités. De plus, pour critiquer l'État, il faut que la société puisse avoir des corps intermédiaires pour être entendue, être écoutée, et il faut qu'elle puisse être écoutée aussi. Ces corps intermédiaires, on les appelle les contre-pouvoirs, donc en plus de la séparation des pouvoirs, il faut des contre-pouvoirs qui soient efficaces. Ces contre-pouvoirs, ils peuvent être des associations, des groupes, des syndicats, le journalisme, donc la presse, mais aussi les œuvres d'art en général. Et donc ces contre-pouvoirs doivent pouvoir venir s'exprimer pour critiquer une action de l'État et que l'État puisse écouter les critiques qui sont faites pour revenir dessus. Donc on a beaucoup d'éléments dans ce cours. Pour rappeler le fil de la réflexion, on a vu comment dans la première partie la notion d'État devenait nécessaire à partir du moment où on voyait dans les individus des êtres plutôt égoïstes et où les sociétés avaient tendance à être envisagées à plus grande échelle. Mais dans cette même première partie, on a vu que malheureusement, une fois instauré, l'État avait tendance à dériver et les personnes à la tête de l'État à s'accaparer le pouvoir pour satisfaire leurs intérêts. Donc, deuxième partie, on a critiqué la notion d'État de façon radicale en envisageant comment les sociétés pouvaient être pensées sans État. Mais tout aussi tentant ces hypothèses soient-elles, on a vu que des sociétés sans État n'étaient envisageables qu'à toute petite échelle
Et donc que dans des grandes sociétés, il fallait qu'on pense un État, mais un État dont on puisse s'assurer qu'il ne dérive pas, c'est-à-dire qu'il accomplisse bien ses fonctions. Et donc dans la troisième partie, on a vu les conditions pour limiter le risque de dérive absolutiste de l'État. Donc voilà, cours assez dense. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Appropriez-vous bien. C'est des questions qui sont hyper d'actualité universellement d'ailleurs. C'est des questions qui résonnent encore aujourd'hui et dont les fondements dans la pensée sont toujours intéressants à connaître parce qu'ils nous permettent de mieux penser le monde contemporain. Bon courage!